Alors, bonjour à tous et à toutes, chers libraires, bibliothécaires. Alors, nous sommes heureux ce matin de vous accueillir pour cette présentation de notre programme d'hiver de l'exportation. Et ce matin, nous aurons 9 invités et Jean-François et Marine, donc Jean-François Roy et Marine Gurnade, nous parleront d'autres titres qui vont faire partie de ce programme de cette rentrée. Et tout de suite, nous commençons avec Delphine de Vigan. Bonjour Delphine, que Bonjour. nous entendons très bien. Donc Delphine de Vigan nous propose cet hiver chez Gallimard un nouveau roman. Je suis Romane Meunier. Alors Delphine, vous continuez à réfléchir et à nous questionner indirectement sur la place du numérique dans nos vies et surtout sur les traces que nous laissons. On se rappelle avec les enfants sont rois, c'était cette famille qui se donnait à voir sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, donc avec ce livre, Je suis Romane Meunier, c'est les traces que nous laissons autour de nos téléphones cellulaires, puisque donc Thomas, un quinquagénaire, va par inadvertance dans un moment où il est dans un bar avec des amis, prendre un téléphone qui n'est pas à lui et celui d'une jeune femme qui s'appelle Romane. Mais ce qu'il va découvrir, c'est que cette Romane ne tient pas du tout à récupérer son téléphone et qu'au contraire, elle lui donne son code d'accès. Qu'est-ce que c'était pour vous d'abord, qui est cette Romane et pourquoi veut-elle, est-ce qu'on le comprend, pourquoi veut-elle qu'on découvre tout ce qu'il y a? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le choc des générations. Thomas, je le disais, donc est quinquagénaire, il a une fille et c'est elle qui va lui permettre de percer tout ce qu'on peut trouver sur nos téléphones. Donc, qui est cette Romane? Alors, c'est tout l'enjeu romanesque du livre, donc je ne vais pas vous dire en quelques mots Ah ben qui est non, tout à fait. ça va être effectivement pour Thomas le fruit d'un long voyage qu'il va faire essentiellement seul, en tête à tête avec ce téléphone, parce qu'effectivement, il est à un moment de sa vie où il a un moment, je dirais, de vacances, de vacuité. Sa fille, qui est une jeune adulte, vient de partir de chez lui. Et donc, voilà, dans ce moment un petit peu déprimé, qui ne porte pas vraiment son nom, il se voit confier, plus qu'il prend par inadvertance, un téléphone qui n'est pas le sien, car assez vite, il va comprendre que c'était volontaire de la part de Romane Meunier de lui confier ce téléphone. Et donc, tout ce voyage qu'il va faire, ça va être essayer de comprendre, bien sûr, qui elle est, mais pourquoi elle lui a laissé le téléphone, pourquoi à lui. Et puisque peu à peu, à mesure qu'il va avancer dans l'intimité de Romane Meunier, à travers les différentes applications et toutes ces traces en effet que le téléphone contient, il va y trouver un certain nombre d'échos, de résonances avec sa propre histoire, qui lui laisseront à penser que ça n'est pas tout à fait un hasard, voilà, qu'il se soit trouvé lui dépositaire de cet objet. Mais aussi, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est les sentiments de Thomas par rapport à ce téléphone. C'est-à-dire que un temps, il hésite. Est-ce qu'il a le droit de regarder? Et puis petit à petit, on voit bien que ça devient comme une obsession, ce téléphone. Oui, tout à fait. Mais comme vous le disiez, elle lui en a confié le code d'accès. Donc, sans doute que si ça n'avait pas été le cas, il n'aurait pas passé autant de temps à explorer la mémoire infinie de ce téléphone. Mais dans la mesure où elle lui en a confié des codes, il considère que c'est presque une invitation à le faire. Et qu'en tout cas, le téléphone recèle quelque chose que peut-être elle aimerait qu'il découvre. Jusqu'à quel point peut-être qu'il ira d'ailleurs plus loin que ce qu'elle pensait, mais en tout cas, voilà, quelque part, elle l'a invité à se plonger dans ce téléphone qui contient absolument toutes ses traces intimes, en tout cas toute sa relation aux autres. Et est-ce que, alors oui, et donc la place de ce téléphone, de toutes les vidéos qu'il va regarder, mais ce qui est intéressant, c'est que va-t-il découvrir la véritable Romane Meunier? Parce que c'est de ça aussi dont il est question dans votre roman.
Non, parce que effectivement, heureusement, un téléphone ne nous contient pas tout entier. Il va découvrir à travers d'ailleurs son prisme à lui, et c'est ce en quoi d'ailleurs cet écho qui existe entre sa propre histoire et le téléphone est très important, parce qu'au fond, lui, ce qu'il va y chercher, c'est peut-être aussi quelque chose qui résonne en particulier pour lui, mais ce qu'il va découvrir, c'est une jeune femme de 29 ans, relativement intranquille dans sa relation avec les autres, avec ses parents, avec ses proches, intranquille avec l'époque dans laquelle elle vit, et notamment justement cette question un peu de l'épuisement numérique qu'elle semble en tout cas subir peut-être un peu plus fortement que d'autres. Voilà, donc peu à peu, il va se faire une idée de cette jeune femme, une idée qui sera forcément partielle d'ailleurs, parce que au fond, le téléphone contient une telle infinité de traces et d'échanges et de confidences et de confessions qu'il est obligé quelque part de suivre un fil conducteur. D'ailleurs, à un moment donné, un ami à lui suggère, face à cet océan numérique, de procéder par mots-clés. Et les mots-clés qu'il va entrer dans le téléphone, ce sera forcément quelque chose qui raconte autant de lui que d'elle. Et qu'est-ce qui vous... je pense qu'il y a une sorte de fascination. Qu'est-ce qui vous fascine vous l'aviez fait avec les enfants en son roi, qu'est-ce qui vous fascine avec ce numérique et avec, du point de vue romanesque et de la littérature, pour vous qui êtes écrivain, qu'est-ce qui vous touche ou vous fascine dans ce rapport au numérique? Ouais, c'est très différent entre Les Enfants sont rois et ce roman, et d'ailleurs presque l'un ce serait l'inverse de l'autre. Autant dans Les Enfants sont rois, il y avait vraiment quelque chose, un trait de notre époque que j'avais envie d'explorer parce qu'il m'avait étonné, si ce n'est heurté, cette histoire des enfants influenceurs qui sont exposés par leurs parents. Autant là, pour Romane, il est essentiellement question d'intimité, parce que ça n'est pas une jeune femme qui s'expose elle-même sur les réseaux sociaux. Et au fond, ce qui m'intéresse, et j'ai envie de vous dire, presque le téléphone n'est qu'un outil, c'est cette relation qu'elle entretient avec les autres, avec le monde, et qu'il va découvrir et qui va le renvoyer à sa propre relation avec les autres, avec le monde, et à la manière dont il a éduquer sa fille. Quand vous parliez de traces, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'appeler le roman Les Traces, parce qu'il est question aussi de ces traces, pas seulement des traces numériques, mais des traces invisibles que nous portons tous en nous, qui nous viennent parfois des générations qui nous ont précédés, ou des blessures que nous avons pu subir à un moment ou à un autre de notre vie, et qui laissent toujours une empreinte, et de comment on les transmet ou pas aux générations qui suivent. Donc, c'est aussi beaucoup sa paternité qui est interrogée finalement dans la découverte de ce téléphone. Si vous voulez, moi, c'est pas tellement que ça me fascine, c'est que je me rends compte malgré tout que le numérique et la manière dont on s'informe aujourd'hui, par exemple, grâce à nos téléphones, à la fois nous a sans aucun doute apporté une espèce de vision énorme, phénoménale du monde qui nous entoure, et en même temps nous abreuve d'images, parfois d'une extrême violence, qui sont mêlées dans un même flot, dans un même flux, avec des images de paella ou de pizza napolitaine ou je ne sais quoi, et que tout ça, il n'y a plus aucune hiérarchie. Donc j'avais aussi envie de rendre compte de ça, de ce que produit ce déferlement d'images sur nous. C'est un des thèmes du roman. Mais je n'ai pas de fascination particulière pour l'objet, si ce n'est que je me suis fait la remarque à un moment donné qu'il contenait effectivement, à l'heure actuelle, tout notre échange avec l'extérieur, puisque moi je fais partie d'une génération où on a éventuellement des boîtes à chaussures ou des cartons qui recèlent un certain nombre de souvenirs qu'on peut avoir de telle ou telle personne ou de telle ou telle histoire d'amour ou d'amitié, ou des souvenirs de nos parents s'ils sont morts, etc. Et que à mesure que nous avançons dans cette ère du numérique, ces souvenirs, ces traces deviennent de moins en moins matérielles, de plus en plus intangibles,
et ça m'interroge sur comment on va les conserver, puisqu'en plus elles sont noyées dans un flot là aussi de choses extrêmement anecdotiques dont nous n'avons pas du tout besoin. Et peut-être à l'origine du roman, il y avait aussi cette idée que le plus précieux dans nos téléphones est complètement noyé au milieu de choses finalement très triviales et très anecdotiques. Eh bien, merci beaucoup Delphine de Vigan. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Je suis Romane Monnier, et donc c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Alors, nous continuons donc cette incursion dans la rentrée d'hiver de nos éditeurs européens avec un auteur que nous connaissons bien, qui n'est. Alors, nos invités vont quasiment être tous de l'autre côté de l'Atlantique, sauf Martin. Martin Winkler, donc, qui publie cet hiver-printemps un nouveau roman chez POL, L'amour attend. Alors après la grande trilogie Abraham et fils, les histoires de France et France en Amérique, on suit maintenant une jeune femme, plein de personnages. Je dis une jeune femme, mais elle est quand même un peu au cœur de ton histoire, Martin. Elle s'appelle Rachel. On est puis on va naviguer dans les époques. En 1968, au tout début de ce qu'on va appeler de mai 68. Et puis, on va aller aussi en Europe au moment de la Deuxième Guerre mondiale et encore un peu plus au XVIIIe siècle en Écosse. Donc, un roman à plusieurs entrées avec des personnages incroyables. Mais c'est surtout aussi, Rachel, l'histoire débute parce que on ne dit pas toujours la vérité et on ne veut pas se raconter. Donc, Martin, dis-nous comment cette histoire t'est venue, parce qu'en plus que je ne dis pas à ceux qui nous écoutent ce matin, c'est que on va découvrir un Martin Winkler qui nous transporte dans le temps. Le fantastique est là dans ce roman. C'est vraiment un roman incroyable, Martin. Merci, c'est gentil. C'est un roman à plusieurs épaisseurs. C'est un roman familial. Ça commence comme un roman familial. C'est l'histoire d'une jeune femme canadienne qui s'appelle Rachel, Rachel Guibault, dont le père est né à Montréal et la mère en France et qui vit à Ottawa. Et elle demande à ses parents, ben, ça se passe dans les années 60, elle demande à ses parents, mais vous me racontez que je suis né à Londres pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, ce que vous avez fait, et ses parents veulent pas lui dire. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle rencontre un troisième personnage qui est sa marraine, qui elle aussi a connu ses parents pendant les années 40 en France, pendant la guerre, et personne ne veut rien lui dire sur ce qui s'est passé. Alors elle décide, au fil de ses études, au fil de son adolescence et de son âge de jeune adulte, elle décide de partir dans la région où ils étaient, c'est-à-dire à Tours, en Touraine, en France, pour essayer de trouver les traces de sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire là-bas? Et comme elle s'intéresse surtout à la vie des femmes, elle essaye comment dire, de recueillir cette histoire au travers des femmes. Alors ça commence par une enquête familiale. Donc c'est cette jeune Canadienne qui s'en va en France. Ça se poursuit par une histoire d'amour, parce qu'elle va rencontrer quelqu'un dont elle va tomber amoureuse. Et puis ça se poursuit aussi par un voyage dans le temps. C'est-à-dire que dans des circonstances que je ne raconte pas, parce que ça fait partie Non, on va tout dire. Ben oui, ça fait partie de de la mécanique du roman, elle se retrouve en 1942 en France, à Tours, dans la région de Tours. Il faut savoir que Tours, c'est une ville importante en France pendant l'occupation parce que la France, au début de la guerre, est partagée par l'Allemagne en deux parties par une sorte de frontière intérieure qui s'appelle la ligne de démarcation. Et la ligne de démarcation passe un peu au sud de Tours. Et c'est dans cette région, en particulier dans cette région-là, que beaucoup de gens qui cherchaient à fuir les Allemands au nord, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient communistes ou francs-maçons, enfin, ou résistants, passaient la ligne de démarcation dans les environs de Tours. Donc, c'est une ville qui est importante parce que c'est une ville de garnison. Il y avait une grande garnison de l'armée allemande à cet endroit-là, mais il y avait aussi beaucoup de résistance parce que c'était un nœud ferroviaire important et que les résistants ont cherché à contrôler tous les passages de train des Allemands pendant la guerre et en particulier quand la libération s'est approchée. Donc, le roman parle
non seulement du trajet de Rachel en France et de sa recherche personnelle sur sa famille, mais aussi, il parle aussi de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Et puis, à un moment donné, tous les personnages, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnages, il y a son père, il y a sa mère, il y a sa marraine, il y a les libraires qu'elle rencontre et qui eux Ah, aussi qui ont été... sont charmants, ces libraires, les oncles, Les oncles qui sont amis, oui, oui, oui. qu'ils ont et puis une femme aussi un peu plus âgée que lui qui est la fille de ces deux oncles entre guillemets à qui elle va s'attacher et tous ces personnages presque tous ces personnages vont converger dans une rencontre en 1942. Alors encore une fois je n'explique pas comment mais pour moi euh, c'est une effectivement c'est un roman fantastique. Enfin, il y a un élément fantastique qui est le voyage dans le temps. Mais c'est surtout un roman familial et historique. Et puis, c'est un roman d'amour, c'est une histoire d'amour. Au centre au centre de ce roman, il y a une histoire d'amour un peu bizarre, mais qui pour moi comment dirais-je, le fil conducteur finalement du roman. Est-ce que, Martin, euh, pourquoi as-tu choisi cette époque de 1942, une époque, parce que au début du roman, on pourrait dire aussi, tu nous retraces un peu l'histoire de la famille de Rachel, qui sont des Juifs qui ont Des fui juifs polonais, oui, les et Juifs ukrainiens. Ouais. polonais. Donc, euh, c'était quoi pour toi aussi de vouloir planter ton histoire au moment de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, en fait, c'est allé en plusieurs étapes. J'ai toujours voulu écrire ce qu'on appelle en anglais un time travel romance novel, c'est-à-dire une histoire romanesque qui se passe à deux périodes différentes avec une histoire de voyage dans le temps. Et au début, j'avais décidé de situer ça à Paris ou enfin dans une ville, dans une grande ville. Puis ça me plaisait pas parce que je connaissais pas bien Paris, j'ai pas grandi à Paris. Mais j'ai fait mes études à Tours. J'ai passé 10 ans à Tours quand je faisais mes études de médecine. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il y a une ville très intéressante. Je voulais que ce soit ancré dans la ville dont je parlais pour une fois, parce que j'ai beaucoup écrit dans des villes imaginaires. Là, je voulais que ce soit dans une vraie ville. La Seconde Guerre mondiale m'a toujours fasciné. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose qui allie, enfin, qui parle à la fois de la Seconde Guerre mondiale et de mai 1968. Donc, finalement, mai 68, 42-68, c'est 25 ans seulement, hein. C'est très peu de Mhm. temps entre les deux. Et donc, quand j'ai eu l'idée de faire ça à Tours, il s'est imposé que ça devait se passer aussi pendant la guerre. L'année 1942 est une année charnière pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que d'abord, c'est l'année des grandes rafles que Vichy organise en raflant tous les juifs qu'ils peuvent trouver et en les donnant aux Allemands pour les envoyer dans les camps de concentration. Donc c'est un traumatisme majeur. Et deuxièmement, c'est aussi l'année où les Alliés débarquent en Afrique du Nord et vont faire une tête de pont. Alors les Alliés, c'est-à-dire les Anglais, les Américains et les Canadiens, vont débarquer en Afrique du Nord et faire une tête de pont qui va leur permettre ensuite de préparer le débarquement en Normandie, mais le débarquement en Italie aussi, en Sicile d'abord et en Italie. Donc c'est une année qui est une année charnière dans les tournants de la guerre. Et c'est une année qui m'a toujours fasciné. J'ai un autre projet de roman qui va s'appeler Alger 1942, qui va se passer donc exactement au même moment, mais à Alger, parce que je suis né à Alger et ma famille a été prise dans ce mouvement. Donc j'avais envie comment dirais-je, de parler de la guerre, mais de parler de la guerre de plusieurs points de vue, et surtout du point de vue de quelqu'un qui recherche la vérité, qui essaye de chercher une vérité qui est une vérité personnelle et familiale, qui n'est pas forcément une recherche historique très, comment dirais-je, très organisée, mais qui est une recherche personnelle. Donc voilà. Alors oui, c'est un roman d'aventure. Hein, je veux dire, moi Complètement, oui. je l'ai écrit. Je veux dire, j'ai grandi en lisant Jules Verne, Victor Hugo et Rocambole et des choses comme ça. Donc j'ai voulu écrire un roman d'aventure mais je tiens à dire que c'est un roman historique pour lequel j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches historiques de façon à ce que ce soit aussi fidèle à la réalité, aussi plausible que possible. Comme quand dans un film dans lequel on reconstitue la Seconde Guerre mondiale, ben, on essaye d'être aussi fidèle que possible à l'aspect visuel de l'époque, à la façon dont les gens étaient habillés, etc. Et j'ai fait un gros travail parce que je voulais être absolument, comment dirais-je, je voulais honorer
la mémoire en particulier des femmes, parce que c'est un roman où il y a beaucoup, Oui, ça beaucoup j'allais question de dire, la c'est vie des un femmes, femme où les femmes ont beaucoup de ont beaucoup place d'importance. et Ça parle surtout de la résistance des femmes, tout et de à la fait. résistance des femmes et de leur survie. Et donc, je voulais que ce soit tout à fait fidèle à la réalité. Ben, merci beaucoup, Martin. Donc moi, je vous recommande la lecture de L'amour attend, le grand roman d'aventure de cet hiver, printemps de Martin Winkler. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, Martin. Au revoir. Au revoir. Alors, vous allez voir, hein, dans les rencontres que nous allons avoir ce matin, les genres vont être complètement différents. Nous allons même parler de bande dessinée. Mais tout de suite, je vais le plaisir d'accueillir Alexa Strezzi. Alexa Strezzi, qui est comédienne, scénariste et écrivaine. Et Looping, son premier roman en 2017, avait d'ailleurs été dans la sélection du prix Goncourt du premier roman. Bonjour Alexia. Ah, voilà, elle se connecte. Bonjour. Bonjour Gilda. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Alors, moi, je vous le dis, j'ai adoré votre héroïne Simone. Quelle femme extraordinaire. Je pense que c'est parce que une grande étape dans ma vie d'âge va arriver que je me suis sentie tellement concernée par cette Simone qui a 85 ans, qui vit entre l'Atlantique et la campagne près de Nantes, dans un petit village qui s'appelle Barton en Retz. Hein, on dit comme ça? Barton-Henré. Barton-en-Ré. Et donc, Simone, elle pense qu'elle a vécu une belle vie, et puis elle croit que rien ne peut lui arriver. Euh, j'ai envie de dire qu'au début de ce roman, elle se laisse un peu aller, Simone, hein. Elle a plus envie de faire grand-chose. Même parler avec sa meilleure amie lui casse un peu les pieds. Elle fait semblant d'avoir une vie pour les autres, mais au fond d'elle, bon, elle ne sait pas trop ce qu'elle attend. Et, Oui, voilà. et Euh, puis, ce qui est extraordinaire, donc vous pourriez raconter ce crapaud qui est donc une sorte de sculpture, enfin, je pense oui, un crapaud qu'elle a ramené d'un voyage avec son mari qui est dans son jardin, et ce crapaud disparaît. Alors, je trouve que Alexia, c'est un très très beau roman sur le vieillissement, mais sur l'idée que même à 85 ans, on n'est pas fini. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Et pourriez nous dire comment vous est venue cette idée d'abord d'avoir une héroïne de 85 ans, parce que c'est d'une héroïne dont il est question dans ce roman. alors, tout d'abord, bonjour à tous, à toutes, et merci Gilda d'employer ce mot d'héroïne à propos de Simone, parce qu'effectivement, même si elle est modeste de caractère comme de condition, c'est une toute petite dame, comme on les appelle. Moi, je la regarde avec un regard empli d'admiration et effectivement, mon propos est de montrer qu'à l'intérieur de cette toute petite dame s'en cache une grande. Euh, et effectivement, au tout début du roman, Simone, 85 ans, et passe ses journées assise sur son canapé et elle a sans doute renoncé à tout et elle n'attend plus rien de la vie. Or, ce crapaud, cette affreuse sculpture de crapaud qui était devant sa maison, qui était un souvenir de l'unique voyage qu'elle avait fait avec son époux, elle est désormais veuve, disparaît. Et au début, Simone se demande qui a pu vouloir lui faire du mal. Certains pensent qu'il s'agit d'une blague. Elle trouve pas ça drôle du tout. Et même si ce crapaud, elle ne l'aimait pas du tout, elle l'a toujours trouvé affreux. euh, le changement la bouleverse. C'est-à-dire que normalement, ce qui devrait disparaître, pour le dire de façon un peu brutale, c'est elle. Voilà, mais il n'est plus supposé rien lui arriver. Et en fait, à la faveur de ce changement, beaucoup de choses de sa vie vont se transformer. Elle-même va s'ouvrir à des nouveautés, va faire des premiers pas
Et c'est évidemment bouleversant qu'à 85 ans, une dame qui n'avait plus tellement le goût de vivre trouve le courage de ses premiers pas. Et en fait, plus qu'un livre sur la vieillesse, je crois que c'est un livre sur le renouveau, sur le regain, sur l'appétit qui peut revenir, sur la curiosité qui en fait... Et en fait, ce que je voulais dire vraiment, c'est que ces gens âgés qui ne font pas de bruit, tellement discrets, tellement dignes dans leur façon de s'être un peu retirés du commerce, du grand commerce, de la vie active, ces gens-là ont encore énormément de choses à offrir. Et je voulais que la vie fasse une proposition à Simone et que le lecteur assiste à ce que Simone réussit à en faire. C'est-à-dire que la vie lui a fait une proposition étrange, la disparition de ce crapaud, et en fait Simone va transformer ça en cadeau. Et quelle leçon de courage et quelle leçon de vie, j'espère. Tout à fait. Et alors, il y a plusieurs choses dans ce roman qui m'a beaucoup touchée. Donc, il y a la façon dont vous décrivez la vie dans ces petites villes où on voit les voisins, le rapport à la fenêtre, au volet. Donc, il y a ce côté-là. Et puis aussi le rapport de Simone avec son fils, mais surtout sa petite fille, parce que la petite fille a un rôle clé à jouer dans cette histoire. Alors effectivement, c'est un livre qui fait, enfin c'est un livre, je l'espère, lumineux. Voilà, on connaît tous. Absolument, il l'est, je peux vous le dire. Ah, tant mieux. Et c'est ma réponse à l'état actuel du monde. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire un livre qui fasse la part belle aux liens, à la beauté et à la force des liens. Donc les liens sociologiques dans le petit village, dans la communauté de Simone, où elle va devenir, elle, à cet âge tellement improbable, elle va devenir moteur de petites aventures, mais elle va entraîner à sa suite, effectivement, les copines qui lui restent. Ensuite, je voulais dire à quel point le lien familial, pas la famille en tant qu'institution qui gère ses repas dominicaux ou ses festivités de Noël. Non, non, la famille comme réservoir de surprises possibles, d'entraide, d'étincelles, comme vraiment un lieu d'où peut surgir de la gaieté, de la lumière, voilà. Et le lien, effectivement, les liens transgénérationnels, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que sa petite fille, et je crois m'être mise, moi, dans ce personnage-là, cette petite fille va poser un regard sur sa grand-mère, plein d'admiration parce qu'elle comprend, alors que cette femme était très discrète, très réservée, faisait un métier physique, manuel, pas tellement valorisé, cette petite fille va comprendre à quel point cette dame est riche de potentiels qui n'ont pas été encore libérés. Voilà. Et c'est l'admiration que je portais moi-même à une de mes grand-mères, pour qui j'ai eu énormément d'affection quand j'étais enfant. Et il a fallu que j'avance en âge et que je vieillisse moi-même pour que cette affection se teinte vraiment d'admiration pour la personnalité de ma grand-mère qui, au-delà d'avoir été généreuse alors qu'elle n'avait pas grand-chose à partager, joyeuse alors que sa vie n'était pas si gaie que ça, en fait, avoir connu cette dame aujourd'hui, c'est une leçon de vie à laquelle j'ai eu envie d'aller puiser quelques enseignements qui nous rendent la vie d'aujourd'hui un peu plus douce. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Alessia Srezi pour ce livre, parce que donc c'est Grand Prince, dont je n'ai même pas dit le titre, donc qui est publié chez Flammarion, et qui est un grand hymne à l'espérance. À 85 ans, j'allais avoir envie de dire, tout est presque possible. Alors, Ouais. merci beaucoup aussi d'avoir été là avec nous ce matin. Bonne Merci à vous. journée. Au revoir. Au Alors, revoir.
je vous le disais tout à l'heure, on va maintenant, comme ça, sans lien vraiment, passer à de la bande dessinée avec Guy Delisle que nous connaissons bien ici. Donc, alors Guy est là, il va allumer sa caméra. Oui, oui, voilà, on voit, il a allumé son micro. Maintenant, c'est sa caméra. Et donc, il nous propose, voilà, l'occupation des sols. L'occupation des sols, donc je vous le rappelle peut-être, vous voyez donc que ce livre de Jean Echenoz a été publié aux éditions de Minuit. Bonjour Guy. Bonjour. Donc le livre de Jean Echenoz a été publié en 1988 et puis donc vous l'illustrez aujourd'hui et il est publié chez Gallimard BD. Puis c'est pas la première fois que vous travaillez avec Jean Echenoz, puisque en 2018, je pense, vous aviez revisité les lieux dans lesquels se déroulait l'œuvre de Jean Echenoz dans un texte qui a été publié ici chez Paopa, mais qui s'appelait Ici ou ailleurs. Donc peut-être l'occupation des sols. Jean-Baptiste a quelques visuels de votre bande dessinée. C'est vraiment intéressant. Peut-être je peux raconter un peu l'histoire, puis vous me couperez, et puis vous. Donc c'est un père et son fils, le père Fabre et le fils Paul. Le père est veuf parce que sa femme Sylvie est morte. Il y a un incendie qui a tout détruit. Il a détruit jusqu'à la dernière photographie de la famille. Voyez, bon voilà. Mais, ils peuvent se remémorer cette Sylvie parce qu'elle a été peinte sur un mur d'un bâtiment près de chez eux, la voilà, pour une publicité. Et donc, l'histoire de Echenoz que vous illustrez raconte comment, eh bien, petit à petit, devant ce grand mur dessiné, il y a un petit parc, comment il va évoluer, et bon, je ne dis pas tout, et comment petit à petit, bien, finalement, ce pauvre Fabre et son fils Paul ne pourront plus voir la photo de leur épouse et de leur mère. Alors, peut-être Guy, d'abord, est-ce que c'est vous qui avez choisi d'illustrer ce texte de Jean Echenoz? Oui, c'est moi. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Echenoz dans un festival littéraire qui s'appelle Oh les beaux jours, qui est à Marseille. Et pour préparer cette rencontre, j'avais fait quelques croquis qui sont devenus, comme vous l'avez mentionné, un livre de dessin qui était sorti à l'association chez Papa. Donc, suite à cette rencontre, moi je suis un grand fan de Jean Echenoz, j'ai tout lu ses livres, et à un moment, après les avoir tout lu, j'ai commencé à chercher les trucs un peu plus compliqués, un peu plus rares à trouver, et j'ai réussi à trouver ce tout petit livre qui Oui. s'appelle L'occupation des sols, qui est sorti en 88. Bon, je l'ai lu bien plus tard, et, euh, et alors que je parlais avec lui, je me dis, moi j'avais envie de rester dans son écriture, dans son travail, et je me demandais de quelle façon je pouvais faire ça. Je me disais, je pourrais adapter un roman, mais adapter un roman, je comprenais pas comment j'aurais pu faire ça, parce que ce qui est intéressant dans Jean Echenoz, c'est son style, c'est son écriture. Donc, je me suis dit, si j'adapte quelque chose, il faudrait que ça soit un texte intégral, mais sur un livre de 300 pages, c'est pas possible. Donc là, je repensais à ce petit livre qui fait 15 pages, c'est 15 petites pages. Mhm. Et je me suis dit à ce moment-là, je peux peut-être essayer de voir la taille que ça va prendre. C'était une question de format. Et donc, je me suis amusé comme ça à découper son texte et à l'illustrer. Donc, c'est pas une adaptation dans le sens que Le c'est texte est intégral. oui, on reste dans du Jean Echenoz, mais moi je l'accompagne. J'accompagne toutes ces phrases, tous ces mots que je redécoupe, que je saucissonne. Donc, je me rappelle de lui avoir envoyé au fur et à mesure les images et les pages. Et donc, il a toujours été enthousiaste sur ce projet. Mais c'est moi à la base, un jour, qui lui ai dit, tiens, je crois qu'avec l'occupation des sols, on pourrait prendre ton texte intégral et je l'accompagnerai comme ça en dessin. Et alors, qu'est-ce que ça a été pour vous le défi de... Donc, vous avez dit, vous avez fait un découpage, mais euh, vous vous étiez... Y a-t-il eu des défis ou les allers-retours aussi avec Jean Echenoz pour ce que vous représentiez de son texte aussi?
Oui, alors lui, je lui ai envoyé au fur et à mesure le travail parce que je voulais pas le surprendre à la fin et qu'il se dit tiens, mais surtout le fait que la première phrase, par exemple, je la coupe en 5 morceaux, ça fait 5 pages. Donc pour commencer l'album, on fait 5 pages de BD et dans le livre, c'est une toute petite phrase. Comme c'est toujours très concentré avec Jean Echenoz, Donc, c'est 15 pages, mais elles en valent beaucoup, beaucoup plus. Voilà, c'est un plaisir de tourner alentour des pages, de recouper. Et lui, à la lecture de ça, il me disait tiens, c'est chouette, ça scande le texte d'une façon complètement différente et ça met en valeur certains mots qui restaient dans des coins, qui étaient moins éclairés, et je mets des éclairages dessus par le dessin. Bon, moi, c'est la façon dont je lis le texte, dont je l'interprète et j'ai envie de l'illustrer. Et c'est le plaisir de rester pendant, j'ai travaillé là-dessus pendant une petite année, ouais, de rester dans le texte de Jean Echenoz, voilà, que j'aime par-dessus tout. Et je me fais plaisir en faisant cette bande dessinée, ça d'abord, hein, je suis le premier. Et après, ben, j'envoyais tout ça à Jean Echenoz et il a été enthousiaste dès le début jusqu'à la fin, donc c'était vraiment très facile de travailler avec lui, hein. et la représentation de Sylvie, je me suis dit ça aussi, parce que c'est bon, de fait, on l'a vu tout à l'heure dans ce que Jean-Baptiste a montré, ce grand dessin sur cet immeuble. Euh, C'est la C'était, seule image qui leur reste ben c'est de ça, leur oui, tout à mère, fait, de leur parce que mère. dès la première phrase, on fait encore là l'exemple de Echenoz sur la façon de d'écrire de façon concentrée. Il dit comme tout avait brûlé, la mer, les meubles et la photographie de la mer. Donc on comprend qu'il y a eu un incendie et non seulement les photos de la mer ont disparu, mais la mer aussi. Donc tout ça passe très très vite. Moi, je prends mon temps de l'illustrer pour le mettre en scène. Et il me racontait d'ailleurs que cette histoire lui venait de quelqu'un qu'il avait rencontré qui avait vécu ça, mais avec une sculpture. C'est-à-dire que toutes les représentations de leur mère avaient disparu, sauf une petite sculpture qu'ils allaient voir de temps en temps avec son père. Il a transposé ça en faisant un portrait d'une publicité pour un parfum. Et comme le parfum fait assez vieillot, ça s'appelle Fortville Pivert, donc j'ai cherché, j'ai fait des recherches. C'est plutôt quelque chose des années 20-30 en fait, hein. Donc moi je me suis calé sur ça, faire des publicités sur des murs comme ça de parfums. Ça peut être qu'à cette époque-là, donc j'ai situé le dessin et le vêtement de cette maman dans les années 20, les années 30. Ouais. Et puis, je trouve qu'il y a il y a une émotion magnifique quand vous représentez le père et le fils qui vont, parce que ils vont je ne sais pas si vous parlez de recueillement, mais ils vont régulièrement, c'est leur seul souvenir, donc ils vont régulièrement devant cette immense peinture le positionnement du corps et du père et du fils dans votre dessin dit leur tristesse, leur nostalgie. Je trouve que c'est absolument magnifique. Oui, comme l'écrit Jean Echenoz, ils y vont les jeudis et certains dimanches Effectivement, faire un ouais. tour, voir le portrait de la maman. Et un jour, il y a cette construction qui se met, ils voient les étages monter et l'image de leur mère comme ça disparaître sous leurs yeux. Et c'est là que le temps passe aussi, le père et le fils se brouillent. C'était assez difficile de trouver euh, parce que quand on le lit, on se fait chacun son idée, mais moi, il Absolument, oui. fallait que j'arrête le fils, le père. Donc en fait, pour tout vous dire, je suis allé voir des photos de Jean Echenoz quand il était jeune, et je me dis tiens, ça ressemble à peu près à ce que je voudrais. Et le fils, je crois que c'est un peu Jean Echenoz quand il est jeune. Et le père devient assez méchant. Ils ont une brouille et il est plutôt sévère. Donc là voilà, j'ai essayé de trouver un personnage comme ça avec des gros sourcils, qui fait un peu bourru, qui fait plus campagnard. Donc voilà, ça s'est arrêté sur ça, mais voilà, c'est des petits croquis dans le coin d'une page et tout à coup, hop, on dit ah c'est ça qu'il me faut et ça prend réalité. C'est toujours un drôle de processus que je contrôle que à moitié. Donc le dessin, je le fais, mais il se fait un peu tout seul. Ouais. En tout cas, vraiment, c'est un très beau, très bel album BD. Donc, je vous recommande la lecture. Donc, L'occupation des sols, avec donc, je le disais, le texte intégral de Jean Echenoz. Et donc, c'est publié chez Gallimard BD. Ben, merci beaucoup, Guy Delisle. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, maintenant, nous continuons cette présentation, cette matinée, avec Éric Vuillard. Donc, Éric Vuillard ne pouvait pas être là ce matin. Il est dans la promotion de son nouveau roman, donc, qui paraît chez Actes Sud, Les Orphelins. Mais donc, on a eu la chance de faire une entrevue avec lui hier, que je vous propose d'écouter tout de suite. Donc, Éric Vuillard. Éric Vuillard, bonjour. Donc, après nous avoir plongé dans l'Amérique violente et corrompue avec Buffalo Bill, vous nous réorganisez donc dans cette Amérique du 19e siècle avec votre nouveau livre, Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid. Donc, vous, à travers ce récit où il y a de multiples personnages, vous nous entraînez dans la vie de ce jeune homme qui commet son premier meurtre à 17 ans, qui rejoint une bande de brigands, de désesperados, comme on dit, et qui sera à 21 ans tué par le shérif Pat Garrett. Alors peut-être nous dire pourquoi vous avez eu envie, est-ce que c'est l'actualité? Parce que quand on lit ce texte-là, on voit bien, c'est l'Amérique, je le disais, de la violence, mais l'Amérique aussi de l'argent qui semble tout acheter. Alors donc, on ne peut pas ne pas penser à ce que nous vivons aujourd'hui, nous qui sommes les voisins du nord de cette Amérique. Donc, pourquoi vous avez eu envie d'abord de nous parler de ce jeune Billy et de nous replonger du même coup dans cette Amérique du 19e siècle? Bonjour, merci à vous. Alors tout d'abord, je voudrais saluer les libraires de la Pantoute à Québec et du Port de Tête à Montréal qui m'avaient accueilli il y a quelques années pendant une tournée et voilà, j'y avais passé de très bons moments. Donc, alors, sur, disons que mais je ne décrète jamais que je vais écrire sur un sujet ou sur un autre. Je ne me suis pas dit que j'allais écrire sur Billy. Mais plusieurs choses sont venues au gré de mes lectures qui ont attiré mon attention, des détails, et notamment au départ une photographie qui est aujourd'hui en couverture du livre, où on aperçoit non pas Billy, mais Jesse Evans, qui a été un de ses compagnons d'armes, si je puis dire, avec une jeune femme. Et ce qui m'a frappé dans cette photo, c'est l'insolence prodigieuse que peuvent avoir la jeune femme et ce jeune homme, puisque d'abord c'est elle qui tient le revolver, et il nous regarde, elle, avec un petit sourire, et lui avec une forme, on peut dire, oui, d'arrogance, de morgue, au fond, qui est très inhabituelle. Et donc je me suis demandé, mais quelle est cette étrange liberté, au fond, que je suis en train de voir dans cette photographie? Et il se trouve qu'en me penchant sur Jesse Evans, je suis aussitôt tombé sur Billy the Kid. C'est-à-dire que d'un inconnu, je suis tombé sur un mythe mondial. Et je me suis dit que c'était étrange d'avoir pris une petite route comme ça de montagne et d'aussitôt être sur la grande route. Et ça m'a en somme intrigué. Puis il y a eu d'autres points, notamment un, c'est que j'étais tombé de nombreuses fois au cours de mes lectures sur l'Ouest américain sur un événement qui s'appelle la guerre du comté de Lincoln. Or, guerre du comté de Lincoln, si vous voulez, c'est une expression bizarre. Guerre est disproportionnée avec le comté de Lincoln. Vous voyez, il y a un petit village à côté de chez moi qui s'appelle Nazel-Négron. C'est comme si je vous parlais de la guerre de Nazel-Négron. On sentirait tout de suite le ridicule au fond de tout ça. Et quand on est écrivain, on est attentif aux mots, si bien que cette autre anomalie, cette autre disproportion entre le comté de Lincoln inconnu et le mot guerre gigantesque a attiré mon attention. Et là aussi, je suis tombé sur Billy, qui est l'un des principaux protagonistes. Et c'est comme ça que j'en suis venu au fond à m'intéresser à lui et que j'ai été aussitôt intrigué, aimanté par sa jeunesse, la pauvreté dans laquelle au fond il avait vécu, et le fait que plus je m'approchais de lui, plus les faits qu'on lui prêtait, notamment un certain nombre de crimes, disparaissaient, s'évanouissaient. Mais là où, effectivement, en voyant disparaître un personnage, au fond, qui m'était confié, celui du mythe, j'aurais pu être inquiet, très vite, au fond, j'ai été ému davantage par lui de le trouver comme tout le monde, comme n'importe quel jeune homme, au fond. En tout cas, n'importe quel jeune homme pauvre, un peu saisonnier du vol, et à ce moment-là, il devenait comme n'importe qui, l'un des nôtres, au fond. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, vous avez parlé de la photo de couverture et que dans le livre, il y a des photos et c'est ça aussi ce travail que vous faites sur ces photos. Vous essayez de comprendre d'où elles viennent, de comprendre les personnes aussi.
Oui, tout à fait. Alors, vous disiez aussi tout à l'heure que on sent une réverbération très forte avec aujourd'hui. Alors, moi, j'ai commencé ce livre il y a 7 ans. J'écris toujours plusieurs livres, si je puis dire, en même temps. Au départ, on était très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Au fond, ce sont les mêmes causes, c'est-à-dire que là où l'Amérique d'aujourd'hui peut paraître une anomalie, en réalité, vous voyez, la soif de pouvoir, de richesse, la concentration, les inégalités croissantes, tout ça est là aussi dès le départ, le mythe de la réussite aussi. Si bien que quand je me suis intéressé à Billy, je suis très vite tombé sur ses patrons aussi, sur celui qui était le grand propriétaire qui embauchait Billy, mais aussi surtout sur le propriétaire d'en face, celui qui dirigeait l'autre faction. Et là, je me suis aperçu que cette histoire qu'on nous servait toujours comme une simple histoire de desperado, avec des affaires d'honneur, de duel, en réalité était évidemment une affaire économique et politique de beaucoup plus vaste ampleur. C'est pour ça qu'on appelle ça la guerre du comté de Lincoln. C'est qu'il s'agit de la dernière phase de la colonisation, et c'est ça aussi qu'on voit sur les photographies. On voit des jeunes gens démunis, qui sont en gros de jeunes migrants qui se ruent vers l'ouest pour tenter au moins d'avoir un petit lopin de terre. On voit des lieux en ruine, mais ce ne sont pas les ruines de Rome, ce sont les ruines de tout petits fortins, de toutes petites habitations qui ne sont rien d'autre au fond que des forts et des habitations coloniales. Et c'est donc ça aussi qui m'a intéressé dans les photographies, c'est qu'elles témoignent d'un espace très particulier qui est celui de la colonie. Et vous décrivez aussi, moi je trouve qu'il y a un moment qui est passionnant, c'est celui de l'élection du shérif. C'est comment tous les propriétaires terriens font des pressions pour acheter ce personnage qui va être fondamental pour l'organisation du lieu. Absolument. J'ai été très surpris parce que, au début, comme je le dis d'ailleurs dans le texte, travaillant sur l'élection de Pat Garrett, je m'attendais à une élection qui serait, disons, une élection de l'Ouest, qui reprendrait tous les atours, disons, de la corruption, de la violence, etc. Or, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'elle ressemble presque à toutes les élections. C'est-à-dire que les notables du coin désignent un candidat, financent la campagne, il fait une campagne auprès des notables de Lincoln, il va rencontrer les couples, les familles, etc. Donc, si vous voulez, ça ressemble à ce qu'on a vu aujourd'hui, avec, évidemment, à très grande échelle, avec l'élection américaine, c'est-à-dire des financements stratosphériques par rapport disons, aux revenus moyens des citoyens, tout comme là, à Lincoln, eh bien, les garçons vachers sont totalement dépouillés, au fond, d'une certaine façon, de leur droit de vote. Donc, il m'a semblé qu'il y a, qu'au-delà de, comment dire, des choses qui nous choquent aujourd'hui, qui provoquent évidemment notre attention ou notre indignation, eh bien, ce processus de confiscation de la démocratie s'enracinait en fait assez profondément dans l'histoire américaine. Alors, j'ai l'impression, en ayant terminé ce livre, que vous aviez quand même un certain attachement à ce jeune Billy. Il ne vous laisse pas indifférent. Non, bien sûr, aux États-Unis aussi d'ailleurs, hein, Mhm. où il n'y a pas uniquement, disons, ce côté à la fois, comment dire, cette conquête brutale, etc., qui est un aspect important de l'histoire, mais pas le seul. Mais oui, bien sûr, au fond, ça m'a fait même remonter quelque chose de la poésie française, de textes que j'aime beaucoup et que je lisais en adolescent, qui sont les textes du poète François Villon. François Villon a écrit notamment un poème très connu qui s'appelle La Ballade des pendus. Pères humains qui après nous vivez, n'ayez donc pas les cœurs contre nous endurcis, mais si, etc., etc. Et donc c'est un poème très beau où ce sont les condamnés qui nous parlent. Ce sont des pendus qui s'adressent à nous. Ce sont donc des petits criminels, des petits voleurs. Et cette poésie qui, pour la première fois, en fait, nous tutoie presque et évoque l'universel à partir de gens qui normalement sont des réprouvés, évidemment, au fond a résonné dans Billy. Et de, j'ai pensé qu'il était étrange de songer à nouveau que finalement, la première fois que la poésie française s'adresse à nous
d'une façon intime et directe par la voix de François Villon, eh bien, c'était des petits voleurs condamnés qui nous parlaient. Eh bien, c'est pareil avec Billy, qu'un gamin de 17, si on veut sortir du mythe qui fait peser sur lui finalement sa vie entière rétrospectivement sur ses premiers faits, qui se met du côté de ses juges, de ceux qui ont eu la parole, puisqu'il ne faut pas oublier que sa vie a été écrite par son assassin tout de même. Eh bien, si tout à coup on veut le considérer, disons, comme notre fils de 17 ans, et le regarder arriver seul dans un village de toiles, de tentes et de planches, où il ne connaît personne, qui est un village adossé à un campement militaire, donc avec des gens qui sont tout de même brutaux, beaucoup plus âgés que lui, aguerris aux armes, alors peut-être que son premier crime peut être revisité, comme je le fais au premier chapitre, autrement, et qu'on peut réécrire un peu l'histoire. Merci beaucoup, Éric Vuillard. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les Orphelins, une histoire de Billy le Kid. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, vraiment, c'est passionnant et je dois vous le dire, il y a des moments où on a l'impression que Éric Vuillard a écrit ce livre il y a un an, tellement c'est très en phase à ce que nous pouvons vivre au sud de la frontière. Alors, on continue cette matinée. Alors là, c'est un livre, vous allez voir, où il est question, qu'est-ce que la justice? Je vous invite aussi Laura Heinisch qui a publié ce livre donc avant. Bon, voilà, j'ai un petit trou de mémoire de bon matin. Donc, c'est un livre publié chez Flammarion. On a enregistré hier aussi. Donc, je vous invite, c'est avant la peine, voilà, ça y est, mon petit trou de mémoire est revenu. Donc, je vous invite à écouter Laura Heinisch nous parler de ce livre qui est vraiment très dérangeant. Vous allez voir ce qu'elle en dit. Eh bien, j'ai le plaisir maintenant donc d'accueillir Laure Heinisch qui fait paraître chez Flammarion Avant la peine. Alors, c'est un livre, je ne sais pas s'il faut dire dérangeant, mais qui pose de grosses questions sur qu'est-ce que la justice et surtout qu'est-ce que une peine juste. Alors peut-être, Laure, on peut en quelques mots résumer votre livre et puis vous pourrez rajouter. Donc, c'est l'histoire d'eux, si on peut dire, de deux médecins qui sont presque au sommet de leur carrière, Rebecca et Baptiste. Ils se connaissent depuis qu'ils sont étudiants. Chacun a sa vie de famille. Et puis, après, pendant une soirée de garde, ils ont une relation. Alors, Baptiste a l'impression qu'elle est tout à fait consentie. Et tout d'un coup, Rebecca va lui dire non, c'est un viol. Et donc, elle va porter plainte. Et tout d'un coup, donc, on va voir les univers de cet homme et de cette femme basculer. Et puis, ce que vous dites à un moment donné, c'est parole contre parole. Qui croire? Et puis, ce qui est absolument incroyable, c'est que vous ne prenez pas tout à fait position. Il y a des moments où on a l'impression que vous soutenez Baptiste et d'autres Rebecca. Alors peut-être, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre? Vous qui êtes avocate et spécialiste du pénal. Oui, vous avez parlé de la question de la peine. Et c'est avant la question de la peine, on a la question du jugement. Et c'est ça que je voulais interroger. On est tous, chacun chez soi, chacun dans sa vie, un peu des petits juges d'ailleurs. Hein, j'utilise vraiment l'adjectif petit parce que parfois, c'est comme ça qu'on se juge soi-même aussi, d'avoir toujours des impressions sur les autres et des emportements des jugements à l'emporte-pièce, notamment sur les affaires qui peuvent être médiatiques ou dont on peut entendre parler comme ça. Or, la réalité, c'est que c'est pas si simple et que quand on a, alors vous avez repris cette expression parole contre parole, bah, la justice, elle essaye de combler ça parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a une dénonciation, il n'y avait pas un seul témoin, la dénonciation d'une femme et les dénégations d'un homme, ben, on essaye d'aller chercher ailleurs des preuves ou des indices, des éléments, c'est comme ça qu'on les appelle en justice, qui pourraient accumuler, faire preuve. Et donc on va fouiller dans la vie des gens. Et il me semble que la justice a raison de faire ça, pour pas s'arrêter à cette parole et dire ben, on peut pas aller plus loin et donc on n'a même pas d'enquête à fournir. Donc la justice a raison de fouiller, mais en même temps, plus on fouille,
eh ben peut-être que moins on sait, parce que ben, il y a toutes les profondeurs humaines et qui font que de toute façon, c'est ni blanc ni noir, et c'est ça que je voulais explorer, et que parfois, on peut avoir des doutes et sur l'un et sur l'autre, rien qu'en voyant leur réaction et leur mode de vie. Mais vous interrogez aussi, par exemple, la façon dont la justice et la police vont entrer dans l'intimité des personnes, avec parfois une violence très forte aussi. Parce que Oui, c'est ce qu'on voit dans votre livre aussi, c'est le choc de ce que l'enquête va provoquer dans les deux familles. oui, c'est la déflagration chez tout le monde. Et ça, j'avais Mm. l'impression que c'était assez peu dit, en fait, hein. On parle beaucoup de la déflagration, bien sûr, chez une femme qui a été victime, bien sûr, chez un homme qui est accusé, et qui se retrouve avec et l'opprobre public et éventuellement la justice derrière lui. Mais toute cette déflagration sur la famille, sur le milieu où ils travaillent, puisque là, ils travaillent ensemble, et à l'hôpital public, qui est en plus un lieu déjà dégradé, et qui là va devoir vivre la perte de l'un ou de l'autre, ou en tout cas la perte des deux qui travaillent ensemble, ça, je trouvais que c'était assez peu exploré. Or, précisément, la- la- parfois on se dit, bon, ben, ça met du temps pour cet homme qui est accusé, c'est pas si grave parce qu'il est accusé de faits graves et qu'il peut bien subir le temps de la justice. Mais c'est aussi sa femme qui va le Tout à subir. fait. Et comment on fait, en fait, pour continuer à aimer un homme? Est-ce qu'on doit continuer à aimer un homme quand il est accusé? Est-ce qu'on doit chercher à savoir s'il est coupable ou pas? Comment on fait quand on est sa fille? Comment on fait quand on est ses amis de tous les jours? Et comment, de l'autre côté, on fait pour soutenir une femme, soit dans sa peine et dans son trauma, soit pour l'aider, évidemment, à s'en sortir. Et ce temps qui passe, parce que le temps est aussi un personnage du Tout livre. à fait, parce que ça dure 3 ans entre le moment de la dénonciation et puis le moment où c'est même pas le procès, parce que vous vous arrêtez, on n'a même pas le procès, vous vous arrêtez avant. Oui, je voulais qu'on s'arrête avant. Alors, je voulais une fin quand même. Il Oui, y il y a en a une. Mhm. qu'on va pas Oh, bah, dévoiler. tout à Euh, fait. et je voulais pas qu'il y ait la frustration d'une absence de fin. Je voulais une fin qui ouvre des possibilités. Et en même temps, je voulais que le lecteur puisse être juge ou se trouve dans la faculté de refuser aussi l'acte de jugement, en se disant que c'est trop compliqué, que c'est pas son rôle, que voilà, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais juré d'assises, et est-ce que seulement j'ai envie d'être juré d'assises? C'est vraiment la question de ce livre. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Enfin, c'est pas la seule question du livre, parce que c'est le jugement, effectivement, jusque dans les proches. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été la compagne de Baptiste, ou le compagnon de Rebecca, si j'avais été l'autre médecin qui se retrouve, un des autres médecins qui se retrouve à devoir suivre encore plus de garde dans un hôpital où déjà ils sont complètement à bout de souffle. Mais si j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous nous promenez, c'est souvent ce type de roman, c'est où on n'a que la voix de la victime ou que la voix de l'agresseur potentiel. Mais là, le fait que l'un et l'autre, vous nous parliez de l'un et de l'autre, le lecteur, comme vous le dites, il y a un moment donné, on a envie de dire, bon, bah, non, Rebecca, c'est horrible ce qu'elle a vécu, ou non, Baptiste, vous nous promenez un peu et à la fin, moi je dois dire à la fin, j'étais un peu complètement désemparée de savoir, ben voilà, ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que juger aussi, ce Ben oui, livre. c'est ça. C'est pas moi qui vous promène, c'est la vérité qui vous promène. Et c'est la Mais c'est vérité. vous comme autrice quand même, là. C'est moi comme autrice, mais en fait, la vérité, quand on l'éclaire, vous voyez, à un endroit, forcément, on n'est pas promené si on reste à cet endroit-là. Donc nous, si on est les avocats d'une seule personne ou les lecteurs d'un seul récit, on n'est pas promené. Et ce que j'ai voulu faire là, c'est mettre le projecteur sur tout le monde en réalité. Et à partir du moment où on se retrouve être l'ami de l'un, avoir le projecteur, la lumière sur l'un, ou être l'avocat de l'un, et puis ensuite de l'autre, on a comme ça cette lumière qui bouge partout et on est promené. Parce que c'est pas si simple, que c'est pas binaire et que c'est ça la vérité des êtres humains. Donc bien sûr, ça questionne l'acte de juger et la possibilité de le faire. En tout cas, merci beaucoup, Laura Eilish. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Avant la peine. Et donc, c'est publié chez Flammarion. Alors, merci de nous avoir consacré du temps ce matin. Merci à vous. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.
Ah oui, je vous promets, vous allez voir à la lecture de ce livre, ceux qui ne sont pas déstabilisés, ben, c'est qui sont, comme on dit ici, faits forts. Alors, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir, vous n'êtes pas dans une présentation jeunesse, non, pas du tout. Vous avez bien lu Timothée de Fombelle. Bonjour Timothée. Timothée va allumer sa caméra, son micro. Et Timothée, donc, que nous connaissons pour toute son œuvre en littérature jeunesse, eh bien, publie cet hiver un petit texte dans la Blanche qui s'appelle La vie entière. Bonjour Timothée. Bonjour Gilda et bonjour à vous que je ne vois pas, mais qui, voilà, je suis Mais pas qui loin. te voient et qui sont Voilà. très contents de t'entendre. Alors Timothée, tiens, nous avons accueilli Martin Winkler tout à l'heure qui nous a présenté son nouveau roman qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et avec toi, dans ce court texte, on est un soir à Paris en 1942 et Claire, une jeune femme, elle a à peine 19 ans, donc elle fait partie d'un réseau de résistance et je ne sais pas si on peut dire les petites mains de la résistance. Et voilà. Donc elle tape et elle transporte des valises avec le journal du réseau et donc elle est dans un appartement où elle attend un, un haut gradé de la résistance, si je puis dire, et qui ne vient pas. Et donc, en principe, elle a l'ordre, quand ben, celui qui est attendu ne vient pas, de quitter les lieux, mais contre toute attente, il y a une machine à écrire et elle va rêver de sa vie. Alors, qu'est-ce qui t'a... D'abord, j'ai entendu dire que ce livre, tu l'avais en toi depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Merci Gilda de t'être chargée du résumé parce que je ne sais jamais par quel fil on peut raconter cette histoire de la vie entière. Bah, le point de départ, alors j'avais la moitié de l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire j'avais 25 ans quand est née cette image. Je me rappelle très bien, c'est dans un train qui allait vers le sud de la France et tout à coup j'ai imaginé une femme très âgée qui parle et une femme très jeune qui écrit, qui tape à la machine. Et et j'ai senti, mais c'est vraiment, c'est les rares moments de magie dans l'écriture, parce que quand même souvent, c'est d'abord du boulot. Je le dis à des professionnels là, donc qui connaissent, qui sont pas loin de l'écriture et qui d'ailleurs, je suis sûr, certains ou certaines écrivent. Il y a quand même surtout le travail de l'écriture. Mais de temps en temps, il y a un petit peu de cette magie dont on ne sait pas vraiment d'où elle tombe. C'est comme des météorites qui arrivent de nulle part. Et j'avais cette idée de cette femme qui parle et de cette jeune femme qui écrit. Et tout à coup, j'ai senti que c'était le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était non pas la vieille femme qui dicte sa vie à cette jeune femme, mais cette jeune femme qui écrit cette femme très âgée qu'elle ne sera pas. Et en effet, c'est cette nuit de sursis qui m'a, j'ai eu cette intuition qui avait en chacun de nous une vie roulée, une vie en provision, une vie prête à jaillir et qui était là même dans les vies abrégées. Il y a cette totalité de la vie qui est présente. Et j'imagine cette nuit où tout à coup, cette jeune femme qui se sait condamnée, ou qui pense qu'elle ne finira pas la nuit, qui déroule tout à coup cette vie qu'elle a en elle, le grand âge, une vieillesse heureuse, des enfants, un amour qui n'a même pas commencé parce que cet Mais homme, c'est ça, parce que oui, ouais, elle est amoureuse de cet homme, mais elle ne lui a voilà, même pas dit. elle lui a même pas dit, donc c'est même pas rêver le développement d'un amour. Elle ne sait même pas s'il existera cet amour-là. Et elle le raconte avec cette pression, ce petit polar poétique du compte à rebours d'une nuit, parce que cette contrainte-là d'un livre, c'est pour ça qu'il est pas épais ce livre. C'est parce que d'abord j'aime les petits livres, j'aime des livres qui tiennent dans la main, qui tiennent dans la poche, qui tiennent dans Dit une. celui qui a écrit Ah Alma, voilà. et voilà. Non, non, là j'avoue, c'est pas complètement logique parce que j'écris des gros livres, effectivement. J'écris des trilogies de 1500 pages, mais j'aime les petits livres. Donc, il était temps que j'arrête d'infliger mes pavés aux lecteurs et aux lectrices. Donc, vous voyez, c'est vrai, c'est cette vie rêvée, concentrée, condensée, mais ce qui est la définition pour moi de la littérature. C'est la vie qui tient dans quelques pages. Mais Timothée, 25 ans après, qu'est-ce qui t'a décidé
à à publier passer, ce à texte. publier. Alors c'est le fait d'avoir, je pense, entre-temps, développé, parce que mon texte, ça a été, par exemple, à un moment, c'était un texte de théâtre qui aurait pu être fait pour le théâtre et que j'avais, qui était d'une densité presque un peu hermétique. Mais donc c'est ça ce que j'avais écrit à 25 ans, autour de ce thème-là, on va dire. Mais il manquait cette main tendue que donne la littérature jeunesse. La littérature jeunesse, c'est une littérature adressée, c'est une littérature où on tend un tout petit peu la main au lecteur pour l'embarquer. Et donc, j'ai fait toutes ces petites incisions dans ce monde bien opaque de l'écriture contemporaine telle que je la rêvais à 20 ans, en me disant simplement, oui, ne rien renier de la densité de ce que je veux écrire, mais qu'elle arrive jusqu'au lecteur. Et donc, j'ai développé ces outils-là, je pense, en m'adressant aux jeunes lecteurs et à ces lecteurs que je ne dois pas rater. Parce que moi, autant en écrivant pour les adultes, je vous le dis, c'est vraiment entre nous, je suis assez relax, parce que s'ils jettent mon livre, c'est pas un drame, ils en liront d'autres. Autant les jeunes lecteurs, s'il y en a un qui me manque, il me manquera peut-être à la littérature pour toujours, parce que je leur ai peut-être dégoûté de la littérature. Donc, la littérature jeunesse me met une sorte de pression précieuse pour ne pas en rater un seul. Et donc, c'est ça, je pense que j'ai maintenant les outils pour raconter cette histoire. Et c'est très étonnant. Pourquoi, à un moment, le livre est mûr, tac, comme un fruit, vous savez, vous posez la main juste en dessous, et puis tac, il tombe au bon moment. Il y a quelque chose, et l'accueil, alors, il arrive tout juste au Québec, et ça me bouleverse de penser qu'il est chez vous, mais il est depuis un mois sur les tables des libraires français, et c'est merveilleux de voir ce chemin qu'il fait, alors que c'est quand même des bouteilles à la mer, ces livres qui paraissent, vous le savez, très bien. Alors, peut-être, Timothée, j'aimerais bien que tu nous parles de pourquoi as-tu choisi en exergue de ton livre cette citation de Etty Hillesum. Je vais la lire pour celles et ceux qui nous écoutent. Et ne vivons-nous pas chaque jour une vie entière? Que peut-être dire Etty Hillesum, c'est une jeune femme qui avait. Je te laisse. Voilà, vas-y. Ouais, c'est vraiment pour moi une compagne de vie, Etty Hillesum, depuis une dizaine d'années. Donc je sais pas, alors le privilège incroyable d'un auteur qui peut se permettre d'emprunter ce parrainage, ce marrainage de quelqu'un qu'on admire, que j'admire immensément, jeune femme qui vivait à Amsterdam, tout à fait d'ailleurs au moment d'Anne Frank, hein, elle avait exactement, en même temps, dans la même ville d'Amsterdam, il y avait la jeune Anne Frank, toute petite fille ou petite jeune fille écrivant, et Ethel Soum, plutôt la vingtaine, écrivant son journal et écrivant des lettres, et qui sont d'une profondeur, moi, qui me touche immensément, et elle va être très vite déportée. Elle va mourir à 27 ou 29 ans, en laissant ces journaux-là. Et dans son journal, alors que j'avais déjà sur la couverture de mes cahiers d'écriture le titre La vie entière, dans son journal, tout à coup, je tombe sur cette phrase, et ne vivons-nous pas chaque jour une vie entière? Et c'était tellement relié. J'aurais pu choisir un poème de René Char, grand poète de la Résistance. Mais cette femme-là, parce que quand même aussi, il y a derrière, même si je crois qu'il y a quelque chose d'intime et d'universel qui dépasse la situation historique simplement de cette nuit d'hiver, de guerre. Mais malgré tout, il y a quand même la volonté d'un hommage à ces, d'ailleurs, deux catégories de personnes de la résistance qui ont été longtemps masquées, qui heureusement depuis quelques années vraiment deviennent. Ce sont les femmes tout simplement, qui représentent, j'allais dire 50% des résistants, peut-être beaucoup plus, parce que tu parlais des petites mains de la résistance, il y a aussi des grandes mains de la résistance. J'ai eu la chance à 17 ans de rencontrer Lucie Aubrac, par exemple, qui était venue me chercher en taxi pour aller parce qu'on me remettait un prix de lycéen. Donc c'est quand même incroyable, cette femme, grande femme de la résistance, et aussi les très jeunes. Et ça, alors là, c'est peut-être mon versant jeunesse là qui apparaît. Jeunesse, non pas ma propre jeunesse, mais celle de beaucoup de mes lecteurs, qui est de voir la place
et la force qu'avaient ces très jeunes résistants qu'on voit apparaître, qu'ils soient allemands d'ailleurs, français, dans une bonne partie de l'Europe à ce moment-là, ces résistants qui avaient des tout petits rôles et qui, comme mon héroïne, étaient, qu'on disait, un peu sans attache, ce qui était bien, bien pratique pour protéger un réseau. Je dis à un moment, ils sont sans attache comme les barques que la crue emporterait. Il y a cette fragilité-là qui devient une force dans une période de conflit. Alors, merci beaucoup Timothée. Donc, ce livre, celles et ceux qui ont lu Timothée, ce livre est rempli de poésie. C'est absolument magnifique, une vie entière. Donc, publié chez Gallimard dans La Blanche. Et peut-être ceux qui n'ont jamais lu Est-il sourd, on peut leur recommander Une vie bouleversée. Exactement. Une vie C'est le bouleversée. grand livre C'est le grand livre et il y a une intégrale de tous ses écrits aussi qui est paru, je ne sais plus chez quel éditeur, et tant mieux parce que c'est peut-être pas Gallimard, donc je ne le dirai pas. Mais vraiment grande, ouais, à la fois une spiritualité et une poésie et une force de vie, un côté punk vraiment de ce personnage d'Etty Hillesum qui voilà, j'espère que mon personnage de Claire lui emprunte Absolument, quelques c'est un très beau personnage. Merci beaucoup Timothée. merci À beaucoup à bientôt. vous. Au À revoir. bientôt, à moi d'écrire pour revenir bientôt. Absolument, quand tu veux. À très Et, bientôt. Au revoir. Au revoir. eh bien, nous continuons cette matinée et donc c'est maintenant Marine Gurnad que vous connaissez tous et toutes qui s'occupe donc de la diffusion des fonds de Gallimard, qui va vous parler des titres qu'elle a aimés et qu'elle vous propose de lire pour cette rentrée d'hiver. Alors Marine, c'est à toi. Ouais, des titres étrangers, hein, parce que comme vous avez vu, on reçoit des auteurs francophones ce matin. Donc un titre que vous allez recevoir dans vos librairies demain, cette semaine, et je m'en voudrais de pas évoquer aussi le fait qu'aujourd'hui vous recevez un livre important et La joie de vivre de Gisèle Pellicot. Donc c'est une grosse semaine pour les parutions de notre côté. Donc nos héritages, Anna Hope, vous la connaissez bien. On est très heureux d'avoir un nouveau roman de cette grande romancière britannique. Donc ça aurait pu être un roman un roman familial sur l'histoire d'une famille aristocrate qui se déchire pour un héritage. Alors c'est ça, mais c'est aussi bien d'autres choses parce que Anna Hope, encore une fois avec beaucoup d'habileté, offre un roman très maîtrisé aux multiples facettes. Donc cette histoire se passe durant un long week-end, celui de l'enterrement de Philip Brooke, qui est donc un aristocrate anglais, narcissique et volage. Son enterrement est organisé par la fille aînée Franny, qui a hérité du domaine, un domaine de 40 hectares surplombé par un manoir. Et elle a la chance d'une certaine façon de s'être réconciliée avec son père, puisque depuis 10 ans, elle est revenue au domaine et elle a monté un projet de réensauvagement avec son père. Donc, elle a retrouvé une forme d'apaisement dans ses relations avec lui, ce qui est loin d'être le cas de son frère et de sa sœur, qui eux arrivent bourrés d'amertume et de ressenti lors de ce week-end d'enterrement. Et ils retrouvent leur mère qui, elle aussi, a vécu pendant toute sa vie à l'ombre de ce mari violent psychologiquement. Et donc, on retrouve toute cette famille d'une certaine manière qui va se déchirer pour cet héritage et qui se déchire aussi pour l'héritage traumatique dont ils sont tous pourvus. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir aussi autour d'eux évoluer des personnes qui sont des victimes collatérales du dysfonctionnement de cette famille. Mais c'est l'arrivée imprévue d'une jeune fille qui a connu Philip Brooke quand elle était toute jeune, qui va finalement ajouter une couche au récit et un ressort romanesque formidable et qui permet à Anna Hope de questionner l'héritage aussi, je dirais, financier de cette famille et l'héritage colonial. J'enchaîne avec un magnifique roman de Ocean Vuong, L'empereur de la joie. Voilà. Donc Ocean Vuong, vous allez vivre, pour faire référence à son précédent roman, un nouvel instant de splendeur avec ce roman social splendide. Ce qui raconte et qui pourtant d'ailleurs ne nous épargne pas non plus, comme c'était le cas avec Un bref instant de splendeur, vous allez voir non plus que l'Amérique qui est largement écorchée dans ce roman,
Donc, on va rencontrer Hay, qui est un jeune Américain d'origine vietnamienne, qui a la petite vingtaine, et il est sauvé de justesse un soir de déluge par Grazina, qui est une vieille dame d'origine lituanienne, qui vit dans une bicoque qui menace de s'effondrer, d'être emportée par les eaux polluées de la rivière de cette petite bourgade du Connecticut. Et elle va le recueillir et en fait, finalement, notamment parce qu'elle sent la détresse dans laquelle il est et la solitude qu'il vit, l'accueillir chez elle et finalement se servir de lui comme aide à domicile parce que elle a malheureusement, elle se sait atteinte de démence et elle ne reçoit plus aucune visite du centre social, des infirmiers du coin, puisque le service public est complètement défaillant. C'est une amitié forte qui va se nouer entre ces deux personnages écorchés. On va découvrir énormément de douceur et d'humour aussi dans ce texte. Et c'est à nouveau l'occasion pour Ocean Wong de parler de cette Amérique délaissée, de tous ceux qui sont les plus malmenés par la violence de notre monde moderne et d'une Amérique qui laisse pour compte la plupart des plus faibles. Découverte au monde entier, Toby Lloyd, qui est un romancier britannique, c'est son premier roman qui s'inscrit dans la tradition de Philip Roth et qui nous offre aussi un roman sur une famille dysfonctionnelle. Donc celle-ci est juive orthodoxe, elle vit à Londres, naviguant avec beaucoup de contradictions entre modernité et tradition. Et à travers le destin de ces différents membres, on va voir finalement ébranler tous les symboles sacralisés du peuple juif. Donc la mère, elle, rêve de devenir écrivaine célèbre et va s'emparer absolument sans scrupule de l'histoire de son beau-père qui vit dans leur grenier. Son beau-père est un rescapé des camps et il s'avère que elle va découvrir qu'il était gardien et donc finalement un des traîtres à son peuple et voire même un de ses bourreaux. Donc le Benjamin de la famille, celui qui clairement se rebelle, ne va jamais lui pardonner finalement, est incapable de pardonner à sa mère d'avoir détruit un pan de l'histoire familiale derrière laquelle chacun des membres s'est réfugié. Ce jeune homme, lui, est celui qui est en rupture totale puisqu'il assume de ne pas avoir la foi et s'échappe même à Oxford pour étudier la littérature et finalement rompre avec son milieu. À contrario de sa fille, de la fille cadette, qui était elle déjà instable psychologiquement, qui va finalement partir dans un délire mystique à la mort du grand-père. Et enfin, on a le fils aîné. Lui, pour vivre son homosexualité, il s'était installé en Israël, vivant une certaine vie de débauche, s'engageant dans l'armée, étant évidemment témoin de ses dérives, et il revient en Angleterre complètement désabusé. Je vous parle pas du père parce que lui aussi s'est gratiné, mais ça nous fait un espèce de cocktail familial assez explosif et un roman extrêmement piquant, mais très courageux, je trouve, dans le contexte actuel. Bon, donc, je vous le conseille, si vous êtes amateur de Philip Roth, vous allez retrouver clairement une parenterie. Merci Marine. On va te retrouver tout à l'heure, ne t'inquiète pas. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir François Bégodeau, donc qui fait paraître un roman incroyable. Alors François, je vous invite à allumer votre caméra, ça va arriver. Bonjour, et votre micro aussi. Salut, super. Donc François Bégodeau, nouveau roman qui s'intitule Désertion. Alors, qui est publié donc chez Vertical pour les libraires de Montréal et de Québec. On a eu le plaisir d'accueillir Yves Pagès il n'y a pas très longtemps à Montréal, donc qui dirige la maison d'édition et il nous a beaucoup parlé de vous, François. Donc, dans ce nouveau roman, Désertion, on suit deux frères dans une banlieue française, Steve et Michael. Je ne sais pas s'il faut dire qu'ils sont un peu paumés, des frères qui ont, surtout Steve, donc il est fan de la Star Academy, c'est ça, et puis petit à petit, à l'école, il n'est pas très bon. De harceleur, il devient harcelé.
Et on va, il va y avoir un grand moment dans leur vie parce que comment ces gamins de banlieue vont arriver, ils ne se radicalisent pas, mais c'est ça que vous allez nous raconter, comment ils arrivent à Raqqa, au cœur de la guerre en Syrie. Alors, si vous nous parliez de... Puis il y a ce souci, je trouve que ce qui est très beau dans votre roman, c'est la façon dont vous parlez de l'adolescence, dont vous parlez de cette période de non-vie où on ne sait pas trop bien comment s'organiser et où elles peuvent arriver, je ne sais pas, mais elles peuvent arriver aussi loin que d'aller faire la guerre quelque part. Oui, c'est ça. Bah, je pense que alors, Steve et Michael ne sont pas exactement de la banlieue, même si, enfin, je ne sais pas quel sens prendrait par chez vous le mot banlieue exactement, mais en fait, ils sont plutôt issus du monde rural. Ils habitent dans une vraiment toute petite ville, à l'écart d'une grande ville. Bon, voilà, c'est une espèce de France un peu intermédiaire, comme ça, un habitat un peu intermédiaire, pour une classe sociale un peu intermédiaire aussi. Pas exactement la plus inférieure qui soit, mais alors vraiment pas Ouais. du côté des dominants. Et à cette image-là, Steve et Michael sont deux enfants puis adolescents, puis jeunes hommes qui flottent un peu. Ils flottent, ils sont relativement indécis, irrésolus, ils se demandent un peu ce qu'ils font là. Et ce qu'ils font là veut dire à la fois des lieux très situés comme l'école. Qu'est-ce que je fais à l'école? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Qu'est-ce que je fais dans cette région peut-être? Mais aussi tout simplement, ça plutôt du côté de Steve, qui est un peu métaphysique à ses heures. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et alors après, effectivement, j'ai un peu tourné le livre sous forme presque d'une enquête existentielle, quoi, voire existentialiste, à savoir qu'est-ce qui fait que ces deux jeunes gens qui sont finalement assez banals se retrouvent effectivement au cœur de la guerre en Syrie. Alors du côté des Kurdes et non pas du côté de l'État islamique, plutôt du côté des Kurdes contre Daesh. Mais d'une certaine manière, la cause est relativement indifférente, quoi. Elle est assez aléatoire dans leur parcours. Ce qui comptait surtout, c'était sans doute de prendre l'air, sachant que il y a quand même un élément important du côté de Steve, qui est celui que je suis des deux, Michael étant plus intermittent dans le livre. Il se trouve que Michael, qui est le cadet, a précédé Steve en Syrie, avec lui une certaine détermination et un certain goût pour les armes, probablement. Et Oui, Steve est ce que n'a pas son frère. absolument pas, oui, tout à fait. Steve est un peu un suiveur, on pourrait dire, là, avec toujours quelque chose d'un petit peu péjoratif dans le fait de dire suiveur, mais je crois qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est plutôt quelqu'un qui cherche un peu sa personnalité et qui, à défaut de la trouver encore, va s'accrocher à ce qui se présente. Et ce qui se présente, eh ben, c'est par exemple un frère qui part à la guerre. Oui, parce qu'au début du votre roman, il suit la Star Academy, il ne rêve que d'aller écouter les gagnants. Enfin, il est bon, ben on peut dire ça pour un garçon, pourquoi pas. Il est un peu fleur bleue, quoi. Et puis tout d'un coup, on voit comment il change. Oui, je crois que si on utilisait des catégories un peu, bon, qui sont toujours très, très critiquables et qui appellent nuance, mais je dirais que Steve est le plus féminin des deux. Eux qui sont Mhm. pris pour des jumeaux, souvent, parce qu'ils sont très proches physiquement et très proches en âge, et on les confond souvent à des jumeaux. Si jamais parmi des jumeaux masculins, il y a toujours un qui est un peu plus le principe féminin que l'autre, eh bien c'est Steve. Et donc avec les attributs que culturellement et socialement on a tendance à attribuer au sexe féminin, à savoir une certaine sentimentalité. Et oui, oui, alors c'est pas exactement d'ailleurs de la Star Academy qu'il sentit, c'est d'un chanteur en Chanteur. particulier, qui se trouve être un chanteur existant, qui s'appelle Grégory Le Marchal, qui nous a quittés depuis, puisqu'il était atteint d'une maladie qui est la mucoviscidose. Et d'ailleurs, dans cet élan-là, Steve va aussi prendre fait et cause un peu pour les enfants qui souffrent de cette maladie. Et pour... Voilà, donc ça va commencer à lui donner quelques sillons, quelques orientations, quelques aiguillages, mais c'est des aiguillages toujours un peu particuliers. On a toujours l'impression que ça aurait pu tomber sur autre chose, sur un autre chanteur, peut-être sur une autre cause. Il y a un côté très, voilà, on avance un peu. Steve est quelqu'un qui navigue à vue. Et c'est ça qui, pour moi, en faisait un personnage particulièrement intéressant et je pense assez touchant. Tout à fait. Et euh, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est que vous, finalement, vous donnez pas d'explication. Enfin, c'est une succession d'événements qui vont le mener à Raqqa. Bah, c'est-à-dire que je pense que quand on essaie de reconstituer un parcours avec le plus de justesse possible, il faut considérer toujours cette espèce de drôle de mixage qui caractérise nos vies, pas seulement celle de Steve, entre les nécessités et les hasards.
Donc je pense qu'en fait, je pourrais dire que tout le parcours de Steve me paraît d'une grande logique. Et en même temps, il comporte plein d'impondérables. C'est-à-dire que ça aurait pu tourner autrement, et les deux ne s'excluent pas pour moi. Et c'est un peu comme ça que j'écris, moi. Je sens qu'il y a quand même une vraie logique dans le parcours de Steve. Et en même temps, j'essaie toujours de faire comprendre à mes lecteurs qu'il aurait pu en être autrement. Exemplairement, bon, je peux le dire, il y a un petit événement qui me paraît quand même, dans la constellation de micro-événements, un des plus importants quand même, c'est quand même un petit épisode de délinquance qui va tout Tout à simplement fait. les déscolariser définitivement, et voire même, bon, je veux dire, l'un va se retrouver en centre éducatif fermé, Steve va prendre une peine, enfin voilà, c'est pareil, hein. Et au moment où, bon, il se trouve qu'il s'en prenne à une pauvre petite vieille qui passait par là, il lui tire son sac et ils prennent les quelques billets qu'il y avait dedans. C'est vraiment, bon, c'est pas très joli, mais enfin, c'est quand même pas de la grande délinquance. Et dans la façon dont j'ai un peu tourné la scène, il me semblait que ça s'était joué à pas grand-chose, qu'ils attaquent ou non cette pauvre petite vieille, que d'ailleurs, il venait un quart d'heure plus tôt d'aider, parce qu'elle D'aider. était perdue, et ils l'ont aidé, comme les très gentils garçons qu'ils sont, quoi. Ils étaient très très contents de venir en aide à cette pauvre petite vieille qui était un peu paumée dans un lotissement où toutes les maisons se ressemblent. Et il se trouve que quand elle repasse un quart d'heure après, entre-temps, ils ont conçu qu'il leur manquait décidément de l'argent pour aller s'acheter un petit peu de shit. Et de fil en aiguille, c'est toujours un peu comme ça les choses, quoi. C'est un peu de fil en aiguille. Et il se trouve qu'il passe à l'acte, quoi. Et ça, bon, voilà. Donc, à la fois, je pense qu'il y avait une vraie logique à ce qu'il passe à l'acte, et en même temps, il y a toujours un mystère du passage à l'acte. Et concernant le grand passage à l'acte qui consiste à prendre son envol vers la Syrie, bah oui, moi, il me semble que la moindre déshonnêteté, c'est quand même de ressaisir une certaine logique, mais tout en signifiant toujours que moi, je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas ce qui a fait que parmi 500 000 garçons à peu près du même profil, ces deux-là se sont envolés. Est-ce que je peux vous demander quand vous avez décidé d'écrire ce roman, et de raconter l'adolescence de Steve, est-ce que vous saviez qu'il allait aller à Raqqa, et puis la fin dont on ne va pas parler, mais est-ce que vous aviez dans votre tête toutes les étapes euh, Oui, oui, de je ce les avais moment? d'autant Parce que plus là, que vous parlez de la vieille dame, on a comme l'impression qu'elle est venue à un moment donné. Est-ce que vous aviez tout planifié, si je peux dire ça comme ça? Oui, oui, oui. Enfin, alors, il se trouve que de toute façon, je me suis inspiré du parcours d'un jeune homme que j'ai rencontré, hein. Donc, Mhm. et disons, ce qui était important pour moi, c'était les trois phases fondamentales, c'est-à-dire la vie ordinaire de l'adolescent qu'il est dans une petite ville côtière, puis le gros morceau autour en Syrie, dans divers lieux de la Syrie, puis le retour. Ça, c'était très clair pour moi, ces trois faits. Puis après, j'avais quand même un certain nombre de jalons en tête, parce que précisément, il fallait quand même tisser ça de la façon la plus précise possible, quoi. Comme on fait quand on essaie de ressaisir un parcours dans une enquête policière, d'une certaine manière. Et donc, j'étais assez précis. Après, il y a tout un tas de choses qui s'inventent au fil de la plume. L'épisode, je dirais, moi, je pense que, par exemple, pour rentrer dans ma petite cuisine, euh, je voulais qu'il y ait un petit épisode de délinquance, justement. Et encore une fois, une délinquance vraiment pour moi bas de gamme, quoi. Je veux dire, telle que finalement, elle est relativement répandue, quoi. D'ailleurs, peu de gens sont épargnés par ce genre de moment dans leur vie. J'avais pas encore décidé de quel fait de délinquance il s'agirait, quoi. Et une fois que je me suis lancé, j'ai essayé de réfléchir à ce qui serait le plus anodin. Bon, encore une fois, ce qui ne veut pas dire les disculper, parce que c'est quand même pas très, comment dire, ils s'en prennent à quelqu'un qui est plus faible qu'eux, c'est pas, voilà, c'est pas très reluisant. Mais voilà, donc en fait, oui, je pars quand même, je suis parti avec les grandes lignes, elles étaient là quand même, hein, et voire même des moyennes lignes. Puis ma foi, après, quand on écrit, il y a des petites lignes qui se profilent. Ben, merci beaucoup, François de Bégodeau. Donc, je rappelle le titre de votre livre Désertion, qui est lié chez Vertical. Merci à Merci vous. beaucoup d'avoir été là ce matin. C'était un plaisir. Pour moi, c'est un après-midi, mais tout va Ah, bien. mais oui, c'est vrai que je suis bête. Mais merci. Bon après-midi alors. Alors, bon matin à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, donc, nous continuons cette présentation. Yasmina est arrivée. Bonjour, Yasmina, avec Yasmina Bonjour, Kadra. Ça va bien? bonjour. Vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement bien. Allez, tant mieux. Alors, quand on vous a vu à Montréal cet automne au moment du Salon du Livre, Yasmina, vous ne vouliez même pas nous en parler de ce nouveau roman qui sort chez Flammarion en France et chez Flammarion Québec ici,
qui s'intitule Le prieur de Bethléem. Hein, c'est comme s'il y avait un secret. On a bien essayé de vous en faire parler, mais vous n'avez pas voulu. Et donc, c'est un livre absolument passionnant. C'est un livre donc euh, qui met en scène un éditeur parisien qui est enlevé dans des circonstances un peu mystérieuses. Il est retenu dans une cave et il va se rendre compte que la personne qui l'a kidnappé, si je puis dire, c'est un homme auquel il avait soumis un manuscrit que, bah, je ne veux pas critiquer les éditeurs, mais qu'il n'avait même pas lu. Il n'avait même pas regardé sans intérêt. Enfin, il a Et lu juste le début. juste le début, oui, mais il Oui. n'est pas allé plus loin. Il n'a pas Et, été encouragé pour poursuivre. et donc, cet homme, l'auteur de ce manuscrit, va lui raconter. Alors, vous pourriez nous dire, Yasmina, ce qui vous a donné envie, parce que au-delà de cet enlèvement, vous allez de fait nous raconter la vie d'une famille en Palestine et des souffrances de cette famille. Absolument, il y a deux romans, on a. Absolument, tout à fait. Donc, il y a le côté un peu qui relève de la mythologie. Mhm. Et puis, au cœur même de cette mythologie, il y a une réalité éprouvante, par endroits désespérante, qui nous prouve que depuis la nuit des temps, c'est toujours la nuit et que l'aube n'est pas prête de se lever. Et j'ai écrit ce livre parce que tout simplement, je suis toujours horrifié par la bêtise humaine. Toujours, toujours. Surtout lorsque cette bêtise devient, s'inscrit dans une doctrine ou bien dans une idéologie qui consiste à faire du mal. Alors que nous ne sommes que des passagers sur cette terre, rien ne nous appartient, pas même notre vie, pas même notre chair, pas même nos pensées, puisque nous récoltons tout ça à travers, nous butinons dans une sorte de grand jargon pour faire un petit peu des idées, des pensées qui nous permettent de comprendre l'environnement qui nous entoure. Or, je constate malheureusement que toutes les poésies du monde, toutes les prophéties du monde, toutes les philosophies du monde n'arrivent pas à permettre à l'être humain d'accéder à la maturité. Et c'est vraiment dommage. Oui, donc Yasmina, vous êtes là? Oui, mais peut-être vous pourriez nous parler donc de ce fameux prieur de Bethléem. Euh, Ah oui, mais mais je mais préfère non, mais voilà, ça c'est Yasmina. Ce que vous pouvez un peu en dire, parce que quand même c'est un orphelin de oui, père et voilà. de mère. Voilà, c'est un Palestinien qui a été privé de ses parents très très vite. L'un tué par une balle perdue dans un pays où les missiles se substituent aux colombes, c'est-à-dire en Palestine. Et il a été aussi privé de sa mère qui est morte un peu plus tard, alors qu'il avait à peine 3 ans, euh, de chagrin. Voilà, de chagrin et de folie. Mhm. Il va vivre dans une famille d'adoption qui est celle de son propre oncle, mais malheureusement, il aura toujours le sentiment d'être un étranger au sein de cette famille, jusqu'au jour où, à cause peut-être d'une grande déception amoureuse, il va embrasser la religion, il va devenir moine. Mais en même temps, à travers l'histoire de cet homme, c'est l'histoire du renoncement, l'histoire de la désespérance, l'histoire d'un pays en larmes et en sang qu'on appelle la Palestine. Mhm. Voilà. Et moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu que les chiffres qu'on donne aujourd'hui à la télé, on dit 30 000 morts, 40 000 morts, 60 000 morts, j'ai tout simplement voulu mettre de la chair sur ces chiffres et que ces chiffres deviennent des vies, deviennent des personnes, pour que les gens sachent de quoi véritablement on parle. C'est trop facile de comptabiliser l'atrocité, mais il est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus sage de mettre un visage sur cette atrocité et de prouver que les gens qui meurent, les gens qu'on assassine, ce sont des gens qui méritent de vivre comme n'importe qui sur Terre. Moi, je suis quelqu'un qui est absolument convaincu que la seule cause suprême sur Terre, c'est le droit à la vie. Et personne, je dis bien personne,
quelle que soit sa religion, quelle que soit son idéologie, quelle que soit sa doctrine, n'a le droit de ravir la vie des autres. Alors, moi, je vous conseille à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un grand roman de Yasmina Khadra, que ce C'est peut-être prieur même de... le plus grand. Le Ouais, plus bon, grand. ben J'ai voilà, écrit mais parce c'est... que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je l'ai écrit dans une sorte de transe. Ce Mhm. livre, je l'ai commencé avant le Covid. Enfin, j'ai commencé à réunir toutes les pièces pour en faire une œuvre avant le Covid. Mais j'avais tellement peur que personne, qu'aucun éditeur en France n'accepte de le publier. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une dame, et que c'est toujours les femmes qui sont les plus courageuses en ce monde, qui a dit, moi je prends. Quand j'ai lu quelques passages de ce livre, elle était complètement conquise, et elle a dit, moi je prends le risque. Et c'est comme ça que j'ai eu le courage d'un seul coup de me remettre à écrire ce livre, qui en 40 jours de transe, d'isolement total, et peut-être même, j'ai même frisé un peu la dépression. Et au bout Ben, de 40 jours, merci ah ben, beaucoup, Yasmina, d'avoir été avec nous aujourd'hui. merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À bientôt, au À revoir. très bientôt, merci. Au revoir. Eh bien, donc pour terminer, nous retrouvons Marine qui va nous parler donc d'autres titres euh, en littérature étrangère. Marine, je te cède la parole. Ah, bon, Marine est Oui, là. oui, Oui, j'arrive, Marine j'arrive, est là. j'arrive. Ouais, Non, non, mais non, mais pardon. prends ton temps. J'avais oublié qu'il fallait que j'allume Ah, le son. ouais, ouais. Ah, ça, c'est la technologie. C'est ça. Alors, du coup, je prends plus de place parce que Jean-François est malade, donc il s'excuse, il ne pourra pas vous parler Oh, de... alors ceux qui la connaissent, vous la reconnaissez, Marine, hein. On lui donne une petite fourchette de temps, elle prend tout le temps. Attends, Vas-y. j'ai parlé trop vite tout à l'heure, je vais essayer d'être un peu plus calme pour parler de ce livre sublime, donc Corps céleste à la lisière du monde, quand même déjà rien que le titre, c'est un poème. Donc de Jon Kalman Stephenson. Donc je sais pas, je me pose la question si le fait d'être ici au Québec, presque aussi à la lisière du monde, explique l'attachement que le lectorat québécois, et moi moins comprise, a pour Jon Kalman Stephenson, qu'on a eu le plaisir d'accueillir en mars dernier, qui c'était une rencontre très marquante. Et ben, quoi qu'il en soit, on est très heureux de le retrouver ce printemps avec un nouveau roman vraiment remarquable qui, comme les précédents, sublime nos humanités et en même temps révèle ce qu'elles ont de plus sombre et de plus violent. Alors, ce livre se passe en 1616 dans la petite ville de Brimünzindur. Donc, je suis allée vérifier, ça n'existe pas vraiment, mais bon, c'est quelque part à la lisière du monde. Et c'est le révérend Péture qui nous parle, ou plus exactement, qui va s'adresser à une destinatrice inconnue dans une très longue lettre où il va raconter son histoire, son arrivée dans cette paroisse, sa formation à Copenhague et en Angleterre, ce qui n'est pas banal au XVIIe siècle, et son projet et son occupation en fait de recopier toutes les sagas familiales qui sont vraiment un des symboles de l'Islande et qui sinon se transmettent de façon orale. Donc, qui porte toujours le nom, la saga de Olaf, etc. Enfin, donc voilà. Donc lui, c'est ce qu'il fait au-delà de s'occuper de sa paroisse, c'est de recopier les sagas. Et il va aussi raconter en fait le conflit dont il va être témoin et enfin le drame dont il va être témoin et le conflit qu'il oppose au gouverneur de sa paroisse qui a décidé de faire exécuter les marins espagnols qui ont échoué sur leur rive. On sait que les marins d'Europe, en fait, notamment espagnols et anglais, venaient pêcher au large de l'Islande. Et en fait, donc, l'histoire débute et il y a un bateau de marins islandais, de marins que les gens du village connaissent, qui s'échoue. Et donc, les marins vont errer dans la campagne et vont essayer de se débrouiller. Et en fait, le, le gouverneur va les pointer du doigt comme étant la source de tous les maux. Et c'est là que le roman prend une dimension supplémentaire, parce que c'est donc à la fois un roman sur l'identité, un roman national, puisque dans le sens, qu'est-ce qui représente exactement l'histoire du peuple islandais, notamment ces sagas, cette richesse aussi du patrimoine écrit.
et aussi de leur rattachement au continent européen, de l'évolution de leurs croyances, de la religion, etc., l'emprise de la religion aussi sur ce coin de pays, les traditions de pêcheurs. Et ça devient donc un roman identitaire, enfin identitaire dans le sens un roman qui pointe en fait les mouvements identitaires qui décident de rendre responsable l'étranger de tous les maux qui atteignent une société. Donc c'est ce que dénonce Ian Kalman Stephenson dans ce roman, mais de façon extrêmement habile, en imbriquant toutes sortes d'histoires. Dans cette longue lettre à la langue sublime, vous allez voir que c'est quand même assez sombre et à la fois très lumineux, puisqu'il y a des histoires d'amour et de désir, comme il l'a toujours fait. Il y a des histoires de tendresse. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc, un grand roman sur l'histoire islandaise, finalement, que je vous conseille vivement. Ensuite, j'évoque rapidement le roman de Bernard Schlink. Vous le connaissez pour nous avoir aussi toujours fait des livres qui parlent du passé qui ne passe pas de l'Allemagne, de ce passé douloureux et coupable. Dans celui-là, il n'en est rien, c'est une première. Il raconte l'histoire de Martin qui a 76 ans et qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie qui lui donne 12 semaines à vivre. Et il s'avère qu'il est marié avec une femme qui a 30 ans de moins que lui et qu'il a un petit-fils un garçon de 6 ans dont il s'occupe beaucoup. Et la question, c'est à partir du moment où on découvre qu'on va mourir, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'il nous reste à vivre? Qu'est-ce qu'on laisse à ceux qui restent? Et qu'est-ce qui reste de nous? Donc, le ce qui reste inclut beaucoup de choses. C'est un très beau titre pour raconter tout ça. Et donc, c'est les questionnements auxquels va faire face Martine. Et le roman va prendre une deuxième, qui est assez crépusculaire quand même, faut le dire, va prendre une deuxième dimension quand la question fondamentale va être de quel est l'environnement qu'on laisse à ceux qui restent pour que leur vie se poursuive sans nous. Et c'est vraiment très très réussi parce que dans ce roman assez long sur le métaphysique, en fait, Bernard Schlink, comme dans Petite Fille, réconcilie aussi les générations, donc celle de cet homme de 76 ans et de sa femme de 30 et quelques années, de son petit-fils de 6 ans. Donc, c'est un homme d'un certain âge, un écrivain d'un certain âge qui est capable de rester très très proche aussi des préoccupations et des désirs de ceux qui sont plus jeunes. Donc, vraiment, je vous le conseille, c'est très très beau comme livre. Et puis enfin, je voulais parler de Dolores Rondundo. Moi, je l'aime beaucoup cette femme-là. C'est donc vous le savez, elle est basque espagnole et elle est obsédée par les catastrophes naturelles liées à l'eau. Elle nous avait nous avait parlé outre des tueurs en série de Katrina dans La face cachée du cœur. Et dans le précédent, après le déluge, elle revenait sur un épisode qui a marqué sa propre histoire. C'est l'inondation du Pays Basque dans les années 80. Et je pense que c'est un trauma parce que donc cette histoire de déluge revient systématiquement. Dans Celles qui ne dorment pas, il n'y a pas de déluge, mais il n'arrête pas de pleuvoir. Et surtout, il y a la Covid, puisque ça se passe en février 2020. Et on va rencontrer un nouveau personnage, Nash, qui est psychologue médico-légal et qui, lors d'une fouille d'une faille géologique, là, comme on en trouve beaucoup dans les montagnes du Pays Basque espagnol, va découvrir le corps d'une jeune fille disparue depuis 3 ans, dont le meurtre est resté en tout cas impuni, ou en tout cas on a accusé quelqu'un qui est emprisonné, mais qui est vraisemblablement pas coupable. Donc là, une enquête sur ce meurtre-là est réouverte et en même temps, sous ce corps, elle découvre le squelette du corps d'une femme. Est-ce que c'est celui d'une femme qui aurait été jetée dans cette faille en 1936 pendant la guerre civile espagnole ou plusieurs millénaires avant? Parce que cette Nash, en fait, son intérêt, c'est de retrouver des traces de celles qu'on considérait comme des sorcières dans les légendes et la culture païenne basque espagnole. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, c'est toujours extrêmement bien construit. On va à la toute fin faire un lien avec Après le déluge, donc on comprend que c'est un cycle et donc il y aura un troisième qui clôturera ces 3 romans, mais bon, ils se lisent indépendamment, vous n'allez pas du tout être frustré si vous n'avez pas lu Après le déluge. Mais bon, je vous le conseille, c'est toujours assez atmosphérique, il y a beaucoup de choses dans ces polars. Et puis, je voulais mentionner la parution de Jean Dunor en folio. On l'attendait, c'était important pour nous aussi d'offrir une deuxième vie au roman de Perrine Leblanc qui est sorti il y a 3 ans déjà.
Donc, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il paraît, mais ça sera bientôt sur vos tables. Voilà. Merci Marine. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la fin de cette matinée. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là. Puis vous le savez, bien sûr, il y a notre Jean-Baptiste Matler qui est à la technique et qui va vous envoyer, que vous pouvez rediffuser autour de vous cet enregistrement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'hiver on attend avec impatience. Et puis des super lectures, vous allez voir, c'est vraiment qu'un petit morceau de l'iceberg que nous réserve cet hiver et ce printemps. Alors, à très bientôt et merci de nous avoir suivis.